Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. On est aujourd'hui avec Ralph Jox, médecin et bioéthicien. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Volontiers, tout d'abord, merci pour l'invitation. Là, le parcours est un peu complexe ou atypique. Donc, j'ai fait d'abord des études de médecine, mais aussi de philosophie, un peu en parallèle. Et ensuite, encore une année d'éthique et de droit médical. Ensuite, j'ai commencé une formation clinique en neurologie. Et là, j'ai aussi j'ai passé par les soins intensifs, neuro-intensifs, une année. J'ai passé par les urgences, par d'autres structures. Et ensuite, un peu par hasard, j'ai fait connaissance justement des soins palliatifs parce que là où j'étais à l'époque, c'était l'hôpital universitaire de Munich. Ils ont ouvert un centre de soins palliatifs, de médecine palliative. Donc, j'ai travaillé avec des patients SLA, sclérose latérale amyotrophique, mais j'ai aussi travaillé dans une unité de soins palliatifs pendant 2 ans. Et après ma formation, après le FMH, j'ai quitté l'hôpital et donc j'ai vraiment travaillé là plutôt sur l'éthique médicale et sur des enjeux de fin de vie notamment, directif anticipé et aussi assistance au suicide. Et maintenant, j'ai les 3 casquettes toujours. Donc, j'ai un petit poste à la chaire de soins palliatifs gériatriques dans le service de soins palliatifs et du support du CHUV. J'ai aussi une responsabilité pour l'unité d'éthique clinique où on fait des consultations. Notamment, c'est des questions de fin de vie, de vie et de mort, mais aussi en néonatologie jusqu'à la gériatrie. Et je dirige l'Institut des humanités en médecine. Ça, c'est on pourrait dire un domaine plus large qui comprend l'histoire, la sociologie, le droit médical, l'éthique, la philosophie. Voilà. C'est un très beau parcours et j'imagine que vous avez un regard assez vaste sur la mort parce que vous avez vécu un peu les 2 extrêmes, le soin intensif et le soin palliatif qui sont un peu à l'opposé au niveau de qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Exactement, ouais. Non, alors si vous permettez, ça a déjà commencé un peu avec ma vie privée ou mes expériences privées, le rapport à la mort, parce que quand j'avais 10 ans, ma mère est décédée, donc j'avais déjà un peu ce contact. Ensuite, il y avait plusieurs proches qui ont décédé, donc j'avais très tôt un contact à la mort et j'avais aussi vécu ça. Et puis, je me suis toujours intéressé aussi aux philosophes qui ont écrit sur la mort, que ce soit des philosophes antiques ou que ce soit des philosophes modernes. Mais quand j'ai commencé avec ma formation en médecine, vous avez raison, j'avais les 2 expériences un peu opposées. Donc d'abord, la mort en soins intensifs, la mort même aux urgences, dans des chocs, etc. Et puis ensuite, la mort en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs qui est quand même une expérience très différente. Alors, très paisible, plutôt calme, un accompagnement pendant plusieurs jours. Voilà. Oui, assez à l'opposé en fait, des soins intensifs et urgences où on met un peu tout en place pour à tout prix sauver la vie des patients, alors qu'en soins palliatifs, on est plus dans une autre philosophie d'accompagnement. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plutôt, je dirais, l'attitude ou l'approche à la mort. Parce que en soins intensifs, aux urgences, c'est vraiment l'échec, la mort d'une personne. Généralement, c'était vu comme un échec parce que c'était urgent. Donc, on avait tout mis en œuvre pour sauver la vie du patient. Parce que généralement, tous les patients veulent vivre. Donc, c'est vraiment le projet thérapeutique curatif, prolonger la vie, sauver la vie. Et puis, en soins palliatifs, c'est le contraire. Parce que le projet thérapeutique, généralement, c'est d'accompagner le patient dans ces derniers jours, dernières semaines. Et la mort était déjà acceptée par toutes les personnes finalement.
Et donc, c'était vraiment le contraire. C'était assez inhabituel et assez exceptionnel. S'il y avait une personne, un patient qui voulait être réanimé, donc là, on mettait vraiment un croix rouge ou quelque chose comme ça si le patient voulait être réanimé. Et en soins intensifs, c'est le contraire. Oui, si le patient ne veut pas être réanimé, donc on met un signe rouge, voilà, alerte. Et quand j'ai commencé en soins palliatifs, bien sûr, j'avais un peu de crainte, de peur, de doute aussi. Mais très vite, je me suis senti à l'aise, vraiment. Avec ce contexte, j'ai vécu beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de sens de mon activité. Et ce n'était pas du tout difficile. Donc, je me rappelle encore, un des premiers patients, c'était, je pense, un homme de 70 ans qui avait un cancer multimétastatique déjà. Je pense que c'était un cancer du côlon. Et puis, bien sûr, son apparition était vraiment dure, alors très amaigri, vraiment, comme, voilà, vous connaissez certainement ces patients-là, caryptiques. Et puis, donc je ne savais pas vraiment de quoi parler avec lui, et il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment guidé aussi dans la discussion. Il était tellement calme, il avait tellement accepté sa mort. Donc, c'était plutôt lui qui m'a aidé, justement, qui m'a expliqué toutes les choses. Et pour moi, c'était impressionnant de voir comment il a pu décéder tranquillement, comment il a pu vraiment prendre soin encore des proches, des soignants. Et très, très souvent, j'ai remarqué aussi après que c'est souvent les proches qui ont vraiment cette bataille avec la mort, justement la mortalité, la finitude, mais que le patient et les patientes sont généralement plutôt à l'aise, apaisés. Ils ont accepté, la majorité, ils ont accepté la mort. Ils ressentent cette fin déjà beaucoup plus tôt que les proches aussi et les soignants même. Donc ça, pour moi, c'était jamais un problème vraiment de parler avec les patients, mais plutôt avec les proches parfois. Et donc j'imagine que vous avez vécu beaucoup d'expériences en lien avec la mort dans votre activité professionnelle. Est-ce que vous avez une expérience en particulier à nous partager ? Ouais, par exemple, alors une expérience qui m'a quand même marqué, c'était une jeune femme qui a, je pense, 35 ans à peu près, qui avait un époux qui était médecin à l'hôpital. C'était un médecin, je pense, gastro-entérologue. Et puis 2 jeunes enfants. Et puis, ça, c'était quand même une situation très, très dure. Surtout l'époux qui ne voulait pas accepter ça, bien sûr, les enfants. Mais là aussi, cette jeune dame, elle a accepté justement le destin, si vous voulez, avec une telle, voilà, acceptation, paix, et avec beaucoup d'empathie aussi pour l'équipe, pour son mari. Il a tout réglé, y compris voilà, les directives, le testament, etc. Et ça, j'ai trouvé remarquable comment justement l'équipe de soins palliatifs aussi a pu accompagner surtout la famille. C'était surtout comme souvent le mari et les enfants. Voilà, donc ça m'a beaucoup impressionné le travail surtout des infirmières et des infirmiers. Parce qu'en tant que médecin, bien sûr, comme toujours, on n'est pas toujours en contact avec les patients, mais c'est les soignants. Comme en soins intensifs, vous avez une relation soignant-patient, c'est peut-être 1 à 1 ou 2 patients et une infirmière. Et donc, eux, ils ont beaucoup de contact avec les patients et c'est un travail que je trouve vraiment impressionnant. Donc, ce que j'entends pas mal de ce que vous dites, c'est qu'en soins palliatifs, le gros du travail, des fois, il est beaucoup plus au niveau des proches que des patients qui sont... qui, eux, ont beaucoup plus vite accepté. Alors, il y a le volet
je peux dire comme ça, somatique, contrôle des symptômes, mais c'est assez, pour la plupart des cas, c'est pas trop difficile. Donc, il y a bien sûr des situations difficiles, mais on peut, dans la grande majorité des cas, bien contrôler les douleurs, aussi d'autres symptômes. C'est pas le problème le plus épineux. C'est plutôt les situations sociales, donc avec des proches qui n'acceptent pas, justement. Parfois des proches aussi qui sont issus d'une autre culture. Je me rappelle encore des familles, par exemple, du Kosovo ou voilà, de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Sud où c'était très, très difficile pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, d'accepter la mort. Et donc, ils voulaient lutter à tout prix, même si le patient a déjà accepté. Hein, donc ça, c'est vraiment un problème. Et là, on a dû parler plusieurs fois avec la famille et puis avec des psychologues, avec des aumôniers, des accompagnants spirituels, avec des assistantes sociales, parce qu'il y a beaucoup de questions sociales, bien sûr. Et moi, j'ai trouvé toujours, ça c'est le grand boulot, le grand travail, d'accompagner les familles, les proches, parce que on a aussi en soins palliatifs l'objectif d'éviter toutes sortes de traumatismes pour les proches, parce que les proches, c'est les personnes qui vont survivre. C'est eux qui restent. Et donc, il y a justement la fameuse personne qui a inventé les soins palliatifs modernes, Cicely Saunders, à Londres. Elle a justement parlé de ça. Elle a dit, voilà, le patient, entre guillemets, il décède, juste ça, il décède, mais les proches, ils doivent survivre, ils doivent rester, ils doivent continuer. Et donc, on met beaucoup d'attention sur leurs besoins. Après toutes ces années d'expérience où vous avez été confronté à la mort, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'apprivoiser? Est-ce qu'on s'y habitue? En tant que médecin professionnel, oui et non. Alors, bien sûr, c'est toujours la mort des autres. Mm-hmm. Alors, et si je peux dire, c'est peut-être un peu provocateur. Il y a parfois des professionnels en soins palliatifs qui font le travail parce que ils ont une certaine relation ou apprivoisement ou une certaine relation, une certaine aisance voilà, gérer la fin de vie, parler de la mort, etc. Mais il y a d'autres professionnels qui font ça peut-être comme un mécanisme de défense aussi. Parce que si vous accompagnez des personnes qui décèdent, vous avez implicitement toujours une forme de confirmation que vous êtes toujours en vie. Hein, c'est ça, donc que vous êtes toujours vivant. Donc, il y a les deux. Et je pense que on peut aussi, en soins palliatifs, nier sa propre mortalité, être vraiment dans l'activisme, etc. Mais moi, j'ai toujours aussi pensé à ma propre mortalité, finitude, etc. Et puis, ça m'a beaucoup aidé à vivre. Et donc, clairement, si on a cette approche-là, je pense qu'on peut beaucoup gagner pour sa vie et pour son entourage aussi. Ouais. Et moi, je me demande du coup, à l'opposé, ça se passe un peu comment quand c'est dans un contexte de soins intensifs ou d'urgence que la mort arrive? C'est quoi un peu les différences par rapport aux soins palliatifs? Oui, alors la différence, c'est notamment la prise de décision se rajoute, et une prise de décision qui est très, très difficile et très complexe, parce que généralement, vous avez le projet de soin voilà, de sauver la vie, projet curatif, et à un moment donné, il faut peut-être avouer que c'est plus réaliste. Voilà, où vous avez un pronostic qui est tellement mauvais que le patient ne veut pas être maintenu en vie. Et là, il faut vraiment, ça c'est dur, il faut se réunir, il faut parler, il faut échanger. Est-ce que ça a encore du sens à continuer ou pas? Et une fois la décision est prise d'accepter la fin de vie, la mort,
ça peut être très, très vite. Donc, en soins intensifs, si vous avez un patient qui est ventilé, par exemple, et vous enlevez la ventilation, donc voilà, c'est quelques heures. Et les soignants en soins intensifs c'est très, très bien formés généralement pour accompagner ce processus-là. Mais ça va beaucoup plus vite. Et généralement, vous avez des patients qui ne peuvent plus parler, qui sont inconscients parce qu'ils ont peut-être des hémorragies ou des AVC très, très sévères. Tandis qu'aux soins intensifs, aux soins palliatifs, vous avez souvent des accompagnements plus longs. Vous avez des patients qui peuvent parler, qui veulent parler parfois. Mais aussi, parfois, il faut aussi accepter qu'ils veulent être seuls. Il y a le danger en soins palliatifs de faire trop d'accompagnement, trop de soins, trop d'offres aussi, aumôniers, psychologues, je sais pas, art-thérapie, musicothérapie, etc. Parfois, les personnes en fin de vie veulent juste rester seules et réfléchir, écouter de la musique, etc. Donc, l'activisme aussi, là, pourrait être néfaste. Ouais. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment la prise de décision et ensuite, bien sûr, le côté éthique, la dimension éthique ou juridique aussi de la prise de décision, c'est ça qui fait la différence. Parce que ça, c'est généralement déjà acquis en soins palliatifs, mais en soins intensifs, là, il faut le faire. Et vous avez des patients qui ont des pronostics incertains. Vous avez peut-être des symptômes rares où vous ne savez pas est-ce que ça va s'améliorer ou pas. Vous avez peut-être... Vous intervenez aussi en tant que... Oui, en tant qu'éthicien. Oui. Et vous avez peut-être aussi des jeunes personnes avec des accidents où je me souviens encore d'une situation. Là, c'était plutôt en tant que consultant éthique où c'était un jeune homme, une vingtaine d'années, qui était dans un état végétatif, dit végétatif. Donc, aujourd'hui, on dit un état d'éveil non répondant. Donc, c'est vraiment une personne qui a une telle atteinte, justement, du cortex, qui n'est plus conscient de manière irréversible, très probablement. Et là, je pose la question, jusqu'où on va? Est-ce qu'on continue, on avait déjà continué de maintenir sa vie pendant, je pense que c'était 6-7 ans, avec des ventilations, avec des soins intensifs, plusieurs fois par année. Et puis, les proches, la famille, surtout les parents de cet jeune homme, voulaient toujours continuer. Et puis, lui, je pense qu'il a souffert et les équipes, ils ont dit, c'est de la maltraitance, ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on doit encore lui admettre aux soins intensifs et ventiler, faire la réanimation, etc. Ou est-ce qu'on peut dire, stop, c'est assez? Et ça, c'était vraiment difficile. Ouais. Et ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez avec vis-à-vis du soin palliatif, que c'est difficile quand les proches veulent pas laisser partir le patient, en fait. Oui, et laisser partir, ça c'est vraiment important aussi pour le mourant, la personne qui est en train de décéder, parce que bien sûr, il y a des relations existentielles, émotionnelles entre le patient et les proches. Et généralement, on peut dire qu'il y a presque une loi en fin de vie. Si les proches sont là, autour du lit de la personne qui est en train de mourir, il ne peut pas mourir. Donc, généralement, c'est quand les proches quittent la chambre, peut-être juste pour 5 minutes, pour, je ne sais pas, aller aux toilettes ou manger. C'est là où, généralement, le patient va décéder. Ça, j'ai vraiment vécu maintes fois, même avec des proches, mes propres proches. Et c'est tout à fait plausible parce que on ne peut pas aller, on ne peut pas partir s'il y a encore cette relation étroite, on sent qu'il y a la personne qui est à côté.
Et donc, pour les proches, ils ont souvent une culpabilité, un sentiment de culpabilité. J'étais pas là, j'ai pas tenu la main jusqu'à la fin. Mais c'est plutôt le contraire. Si on veut être bienfaisant, empathique avec la personne qui est en train de décéder, il faut aussi la laisser partir. Et la laisser seule aussi. Voilà. Parce que nous entrons dans la vie seuls, si je peux dire comme ça, et puis nous partons aussi seuls. Hein. Je me demande est-ce que vous avez des conseils pour vos jeunes collègues sur comment mieux apprivoiser le sujet de la mort dans les soins? Alors, tout d'abord, n'ayez pas peur, soyez curieux. Hein. Oui, justement, comme malheureusement, on a de moins en moins de contact avec la mort dans nos familles, à la maison, parce que tout le monde, presque tout le monde, décède en MS, à l'hôpital. Et généralement, si la personne décède à la maison, on essaye de protéger les enfants, voilà, et les autres. Alors, je pense qu'en tant que médecin, c'est quand même important de faire cette expérience, même si on devient dermatologue ou orthopédiste. C'est même aussi une tâche aussi de faire le constat de décès, voilà, de parler de la mort, de pronostic qui est mauvais, etc. Et moi, je dirais que ça serait même bien d'avoir un stage obligatoire, juste d'être quelques jours aux soins palliatifs. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de place d'unité de soins palliatifs pour tous les étudiants et tous les jeunes médecins. Mais aussi, si vous, en tant que médecin généraliste, par exemple, si vous travaillez dans un cabinet, vous avez peut-être aussi la responsabilité pour un EMS. Et dans les EMS, presque tous les résidents qui sont là vont décéder en EMS. Donc, vous avez peut-être, je ne sais pas, presque toutes les 2, 3, 4 semaines, vous avez des décès en EMS. Donc, ça fait partie de votre job en tant que médecin et c'est beaucoup moins difficile et horrible qu'on pense. Donc, alors, si on reste ouvert, curieux, et puis si on se laisse aussi surprendre par les patients, par les proches, on va juste vivre de bonnes expériences. Ça, c'était mon expérience personnelle. Oui, pour démystifier un peu les soins palliatifs, moi je me souviens, je crois que c'est dans un de vos cours, vous avez mis une image où on voit un médecin et une patiente et ils sont, je crois, sur une terrasse et ils sont en train de prendre le café. Et en fait, c'est dans un contexte de soins palliatifs et du coup, c'est à l'opposé de l'image qu'on a de gens mourant dans un lit, en train de souffrir avec de la morphine. Oui. Alors, pour revenir justement à mon expérience en soins palliatifs, c'était parfois, j'avais même oublié d'être dans un hôpital, parce que c'était vraiment une unité où il y avait une terrasse, il y avait parfois même des animaux, il y avait peut-être aussi des objets privés comme un tableau, voilà. Et puis on a parlé aussi d'autres choses, pas que de la mort. On a aussi parlé de la vie, on a parlé du sport, on a essayé aussi parfois de réaliser des derniers souhaits des personnes. Par exemple, je ne sais pas, visiter un musée, faire, je ne sais pas, une expérience exceptionnelle. Donc, on a beaucoup parlé aussi de la vie et pas que de la mort. Parce qu'encore une fois, pour les patients, la décision est prise ou l'acceptation est déjà là. Et souvent, ils essayent de profiter encore de cette courte période qu'ils ont pour bien vivre, pour faire les choses qu'ils n'ont pas encore fait, pour préparer la suite pour les proches et pas toujours parler de la mort. Ouais. Merci beaucoup, Ralph Jeux, et aussi un grand merci à Fréquence Banane